Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, un thème tout à fait homéostasique, sinon la deuxième partie de l'émission, l'homme noir et l'islam. Déjà, vous savez très bien que dans la première partie homéostasie, la spiritualité des profondeurs avait été choquée. D'entrée de jeu, nous avions dit à Abdullah qui était ce jour-là, ainsi que le cheikh Abdul Majid, qu'il n'y a aucun lien entre l'homme noir et l'islam. Sinon, l'esclavage. Parce que l'islam, sinon les Arabes avaient mis au fer les Noirs et les avaient emmenés jusqu'à Zanzibar là-bas. On nous a dit ça à l'école. Donc personne ne devrait normalement venir nous mener en bateau comme pour dire il y a une histoire, sinon une belle histoire entre l'homme noir que nous sommes et l'islam. Mais on nous avait démontré par A plus B que nous nous trompions à l'époque, dans la première partie, que l'homme noir avait une grande histoire avec l'islam, sinon avec le saint prophète lui-même, qui à son époque, en tout cas, ne faisait pas de différence des couleurs de quelque manière que ce soit, et avait même dans son entourage des noirs, dont l'un d'entre eux était même chargé d'annoncer la prière. Ah, ça avait scandalisé homéostasie la spiritualité des profondeurs. Nous nous étions dit, est-ce que Abdullah et Cheikh Abdul Majid sont en train d'amuser la galerie ou de nous dire des choses tout à fait historiques? Voilà pourquoi lorsqu'on remet la main sur eux, sur Abdullah, Cheikh Abdul Majid est pris dans l'engrenage des élections en RDC là-bas. Il aurait bien voulu être là, mais vous savez, même Internet est coupé. C'est ça l'Afrique. Impossible de le joindre. Donc lui aussi, il est dans ce tourbillon-là. Donc plaise à Allah lui-même au ciel de veiller sur ces élections-là de bout en bout jusqu'au résultat final. Mais au moins, mon frère Djibril est là. Bonjour. Ibrahim, pardon. Bonjour. Bonjour. Alors, Ibrahim comme témoin, Abdullah, c'est lui qui nous a embarqué dans cette affaire-là. L'homme noir et l'islam, deuxième partie. Pourquoi une deuxième partie, Abdullah? Une deuxième partie, parce que comme promis, le musulman n'a qu'une seule parole. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah et que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toute personne ici présente qui recherche la guider. Alors, on avait promis qu'il y aurait une deuxième partie. Il y avait des révélations qui devaient être faites. Je vous avais parlé d'un livre révélateur qui changerait l'histoire, parce que comme vous le savez, l'écrivain Maxime Chatham disait que c'était les vainqueurs qui écrivaient l'histoire. Nous, on a décidé de changer un peu la donne. Et on va montrer un petit peu que l'histoire a été bien cachée pour les Africains. Chose promise, chose due, on dit que les musulmans, eux, quand ils ont dit quelque chose, ils y tiennent et ils réalisent leurs promesses. Mais qui donc ne réalise pas ses promesses? Alors, mon frère Abdullah, en tant que musulman, vous tenez parole, mais qui ne le fait pas? Après, maintenant, l'être humain est faible. L'être humain est faible. Après, vous n'indexez personne. Non, l'être humain est faible. Peut-être moi-même, il m'arrive de ne pas tenir ma parole et que Dieu me pardonne. L'être humain est faible. Mais comme nous dit le Très-Haut, il commence toutes ces sourates, excepté la sourate 9 qui s'appelle sourate Tauba, sourate le repentir, il commence toutes ces sourates par au nom du Clément, le très miséricordieux. Donc le fait que l'être humain fasse des erreurs n'est pas un problème en soi à partir du moment qu'il se repentisse. Et même Allah aime celui qui pêche mais qui se repentit. Donc là n'est pas un problème du moment qu'on a l'insincérité et vraiment l'intention ferme de se repentir et d'être sincère envers son Seigneur. D'accord, mais on ne sait pas si vous avez conscience, si vous avez la profondeur même du thème que vous amenez aujourd'hui et surtout de la pensée du jour. Rendons à l'Afrique ce qui appartient à l'Afrique. Venant d'un musulman, ça scandalise homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Et du coup, avant que nous n'entrions dans ce livre révélateur, une question à Abdullah. Mon frère, quel problème, quel lien entre l'Afrique et l'islam? De toute manière, déjà, le lien qu'il y a entre l'Afrique et l'islam est un lien qui se veut pour tous les peuples. Comme Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 21, verset 107, Allah nous dit au sujet de notre prophète bien-aimé, « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous t'avons envoyé comme miséricorde à tout l'univers. Y compris l'Afrique. Y compris l'Afrique. Et à travers ce verset coranique même, on peut, si on en tire même l'esprit théologique, c'est très profond. Puisque quand on parle de miséricorde,
Vous êtes sans ignorer, monsieur Alexis Bongo, que nul ne peut prétendre aller au paradis si ce n'est par la miséricorde de Dieu. Évidemment. Et donc, là, Allah nous indique que c'est par miséricorde qu'il a envoyé son messager. C'est-à-dire qu'il envoie son messager avec le seul moyen qui nous permet d'aller au paradis. C'est très révélateur et pour n'importe quel peuple qu'il soit, y compris l'Afrique. Je pense qu'il n'y a pas plus clair que cela. D'accord. Cela dit, mesdames et messieurs, on a planté le décor. On entre maintenant dans la deuxième partie de cette émission. Vous parliez d'un livre. Et nous sommes impatients de savoir de quel livre il s'agit. Je vous avais parlé d'un livre parce que moi, je vous avoue que comme je vous l'avais dit à la première partie, le sujet de l'esclavage, c'est un sujet qui me touche particulièrement à cœur. Je vous donne même peut-être une information, mais je sais que... Ça nous fait bien de savoir je sais que dans les coulisses d'Homéostasie, vous étiez déjà au courant que moi, je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet d'une importance capitale. Moi, ce qui me gêne au sujet de l'esclavagisme, c'est qu'on mette toujours le lien entre l'esclave et le noir. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a omis tout le côté africain, le côté royaume, le côté conquérant de l'Afrique, tout le côté, je dirais, apport à la civilisation économique, l'Égypte antique, toutes ces choses-là, et même au sujet de l'islam, parce que les Africains font partie des pionniers qui ont permis la propagation islamique. On va voir ça après. Alors moi, j'ai voulu montrer qu'à travers l'histoire, déjà, l'esclavage n'est pas propre à l'homme noir. Si on va déjà dans l'étymologie même du mot esclave, ça vient du latin médiéval Slavius. C'est parce que les Slaves étaient des esclaves. La Slovénie était des esclaves, et c'est de là que ce mot est tiré. Mais maintenant, on a cette malencontreuse habitude de, dès qu'on parle d'esclaves, on pense directement noir. Non. Tous, même homéostasie, la spiritualité. Non, et c'est l'amalgame justement. Quand il entend esclave, ça doit être un noir. Et c'est pour cela que c'était une amalgame que je voulais dissiper totalement. J'ai ramené avec moi un livre qui m'a coûté extrêmement cher à l'époque. Il m'a coûté 90 € parce que l'édition a été finie. Et ce livre est donc Quand les Noirs avaient des esclaves blancs. C'est là-bas que vous devez le montrer, le livre en question. Quand les Noirs avaient des esclaves blancs. Quand les Noirs avaient des esclaves blancs. Voilà. Ah, d'accord. Donc, c'est par là-bas plutôt que vous devez le montrer pour qu'on puisse le homéostasier pour tout le monde. Quand les Noirs avaient des esclaves blancs. On est dans un film de science-fiction? Non, c'est fait par le journaliste Serge Billet, qui a fait de nombreux best-sellers comme Noir dans les camps nazis. Donc, c'est quelqu'un qui a fait de nombreuses recherches. Beaucoup d'historiens même pourront confirmer ces dires. Et donc, dans ce livre-là, on nous apprend déjà ce qui m'a plu dans ce livre, même s'il y a des choses à revoir, bien entendu. Dans ce livre, ce qui a été bon, je vais vous lire même une petite partie pour que vous voyez un petit peu l'envers du décor. Vraiment. Hein, l'envers du décor. Alors voilà ce qu'il nous dit pour commencer. Le Moyen-Âge fut plus particulièrement en Afrique de l'Ouest une période faste, marquée par un bouillonnement culturel, un développement économique et une stabilité politique incarnée par trois grands empires. Il parle de quoi? Il parle de l'empire du Ghana, l'empire du Mali et l'empire du Sagaï. Authentique. Qui égalaient en puissance leurs lointains voisins européens avec lesquels ils entretenaient des relations suivies. Ces empires dressés dans ce qu'on appelait autrefois le Soudan occidental étaient si riches que leurs souverains se permettaient de s'offrir des esclaves blancs. Vous avez bien lu? Oui. Vous voulez le lire à ma place? Donc ça, c'est juste pour vous dire que tellement ces empires étaient riches... Les souverains de ces empires-là se permettaient. Ils étaient tellement riches. Tellement riches que forts, quand ils faisaient des accords commerciaux avec les empires arabes, les empires berbères, je vous rappelle qu'à cette époque-là, il y avait l'Andalousie musulmane, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal, toute cette partie-là était musulmane. Les Maures, par exemple, où il y avait des Arabes noirs et blancs, comme je vous l'ai dit, la couleur arabe n'était pas homogène, avaient conquéri une petite partie de l'Europe, et ils avaient des esclaves blancs. Des esclaves blancs. Des esclaves blancs. Et ces souverains-là, quand ils faisaient des échanges commerciaux, on leur donnait des esclaves blanches. Pour eux, c'était même un prestige d'avoir quelques esclaves blanches. Il est là le topo. Je vais vous donner un autre passage. Rapidement, parce que des questions se bousculent sur nos lèvres. Ne vous inquiétez pas, tout cela va être un tsunami de questions. Regardez. Alors, la tradition orale africaine depuis longtemps établit que les fondateurs de l'empire de Ghana étaient des Souniké, un peuple qui prend sa source dans l'Égypte ancienne, l'Égypte antique, et on retrouve encore aujourd'hui dans toute l'Afrique de l'Ouest. Tout part d'un grand guerrier noir prénommé Dinga. Donc lui, le roi Dinga, c'était le roi du royaume Souniké, le royaume du Ouagadou pour être précis.
Donc c'est à cette époque également que seraient apparus en terre ouest africaine, selon l'ethnologue Youssouf Tata Cissé, les premiers esclaves blancs. Oh. Terme qui désigne ici particulièrement les Berbères et les Arabes. L'armée de Dinga n'était pas composée que de Noirs, explique le chercheur malien. Ils avaient aussi recruté des Blancs de gré ou de force partout où ils passaient. Recruter des Blancs de gré ou de force. À cela, il faut ajouter des esclaves blanches que ces hommes ont ramenés de toutes les contrées qu'ils ont traversées pour en faire des concubines. Dinga et ses guerriers ont eu naturellement des petits métis avec ces femmes. Ils ont reconnu les mêmes droits qu'aux autres enfants souniqués. Mon frère Abdoulaye, nous vous aimons beaucoup. Hein? On aime l'islam et on aime le saint prophète lui-même. Surtout qu'il ne disait que la vérité. Donc nous n'aimons pas, dans notre malheur, dans notre misère, nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne enjoliver la situation, comme pour nous dire que dans l'histoire de l'humanité, il fut une époque où les Noirs que nous sommes avaient comme ça des esclaves blancs, qui plus est, même des esclaves blanches, nous en faisions, à ce qu'il paraît, à en croire l'auteur de ce livre, nous en faisions même nos concubines, au point d'avoir même des enfants métis avec eux, avec elles, pardon. Incroyable mais vrai. Abdoulaye, on croirait entendre un panafricaniste. Mais déjà, je suis musulman en premier lieu. Si maintenant le terme panafricanisme est vouloir l'autosuffisance du peuple africain, je suis le premier des panafricanistes. Parce que les panafricanistes, ils remettent toujours en cause tout ce qu'on nous a appris à l'école. On dirait que ça devient une manie comme ça là. Il y a des choses vraies. De tout bouleverser. Bon, moi-même qui ai grandi en Europe, moi-même qui étais à l'école en Europe, bah, vous savez, quand moi j'étais à l'école, plusieurs fois j'entendais des propos qui m'ont assez agacé. Tout d'abord, quand on désignait l'Afrique, on nous a d'abord donné le terme pays sous-développé. Bon, quand ça faisait un petit peu trop moche de dire pays sous-développé, on nous dit pays du tiers-monde. Bon, et puis après, quand ils ont vu que les Africains, quand même, il y a des gens qui réfléchissent, bon, pays en voie de développement. Bon, ça m'a un petit peu agacé. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des choses que, effectivement, c'est le vainqueur qui écrit l'histoire, je vous l'ai dit. Et nous, en tant que musulmans, nous allons remettre en cause certaines choses qui ont été dites. Tout simplement parce que je veux donner la phrase de l'un des fondateurs des 4 grandes écoles de l'islam, l'imam Shafi'i, qui nous dit un peuple qui ne connaît pas son histoire est voué à disparaître. C'est clair. Donc, je vais vous donner un simple exemple. Quand on parle, par exemple, de la découverte de l'Amérique, par Christophe Colomb. On a toujours appris à l'école que c'était Christophe Colomb. Évidemment, on nous a dit ça. Je vous dis que c'est faux. Ah. Moi, je vous dis que c'est totalement Vous pesez faux. bien vos mots. Et vous savez que le monde entier vous regarde. Je pose ça sur la table, c'est Avec faux. mon frère ici, nous sommes innocents, ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi, mais ça engage aussi la BBC. Ah. Parce que la BBC a fait un rapport de qualité pour dire qu'effectivement, il y avait de la présence africaine avant Christophe Colomb. Avant Christophe Colomb. Ils ont découvert que là-bas, il y avait des racines même de personnes qui parlaient de l'islamo-mandingue. Je vous donne même, par exemple, le livre de Ivan van Sertima, qui était un professeur à l'université de Rutgers, qui a fait un livre qui s'appelle « Ils étaient avant Christophe Colomb en Amérique ». Il y a aussi un autre livre. Authentique. Ce livre existe. Ce livre est On connu. peut le trouver quelque part. Vous tapez, vous le trouvez. Je peux donner même une autre référence. Par exemple, une femme qui s'appelait, c'était une duchesse à l'époque de l'Andalousie musulmane, une duchesse qui s'appelait Luisa Isabella, qui, elle, a trouvé des manuscrits datant de l'Andalousie musulmane, où elle a vu des écrits arabes qui disaient que les Andalous musulmans étaient déjà partis en Amérique. Bien avant Christophe Colomb. Bien avant Christophe Colomb. Je vous dis même que les Chinois étaient déjà partis en Amérique, les Vikings étaient déjà partis en Amérique. Et pour être bien précis, même un Chinois musulman qui s'appelait Hajj Mahmoud. Et les gens n'ont qu'à faire leurs recherches. Qu'est-ce qui s'est passé? Christophe Colomb, pour être plus clair et soyons clairs et posons ici sur la table, voilà, nous avons besoin de clarté. Christophe Colomb est parti en Amérique pour faire un génocide et tuer les gens qui étaient là-bas. Ah. Parce que quand l'Andalousie musulmane a été reprise par les chrétiens, il y a ce qu'on appelle l'Inquisition, la Reconquista, sous l'ordre de Isabelle Castille, dit Isabelle la catholique, qui a voulu éradiquer toute trace de judaïsme
ou d'islam, parce que je vous le rappelle, hein, à l'époque d'Andalousie musulmane, même les juifs vivaient en prospérité en terre musulmane. Alors quand les chrétiens ont repris ces terres, ils ont fait un total génocide. Et ils ont envoyé Christophe Colomb faire un génocide là-bas en Amérique. Les chrétiens ont envoyé Oui, Christophe ça Colomb. c'est historique, tout le monde peut faire ses recherches, ça c'est vraiment clair et net. Ça énerve les chrétiens, mais on accepte. S'ils peuvent démontrer ou prouver le contraire, ils n'ont qu'à venir ici. Seulement aujourd'hui, nous sommes là pour revoir l'histoire. Et je donne encore des sources. Hein, pour on vous écoute. Toute personne qui Donnez-nous tout ce que vous avez, parce que là... Il y a encore Léon Viviere, qui est professeur à Harvard, qui lui-même a fait aussi un livre, L'Afrique et la découverte de l'Amérique. L'Afrique et la découverte de l'Amérique avant Christophe Colomb. Je vous donne encore un autre livre, toujours de la duchesse Luisa Isabella. Elle a fait 2 livres. Un livre qui s'appelle Africa versus America et un livre Ils y étaient avant nous. Des sources qui pleuvent comme la pluie. C'est quoi ce que nous entendons ce soir? Moi, je vous donne des révélations, je vous l'ai dit. On a toujours voulu rabaisser l'Afrique. Ah. Ça, c'est un fait. Ça, c'est clair. C'est un fait. Malheureusement, la chose qui nous attriste profondément, nous, en tant que musulmans, hein, c'est qu'il y a eu un grand, si je puis dire, épistémicide. L'épistémicide, c'est-à-dire de tuer l'histoire d'un peuple, de telle sorte que le peuple soit comblé d'un complexe énorme. Énorme. Et ça a marché. Et ça a marché. Mais par contre, le musulman ne se retrouve pas dans ce panier-là. Je vais vous donner un simple exemple. Comme vous le savez ici, chez nous, au Congo, que ce soit le Congo-Brazzaville ou le Congo-Kinshasa, pour moi, je ne mets pas de séparation. Non, non. C'est un Congo avec un cas. Kinshasa-Brazzaville, voilà. Zalimbo Kamora, voilà. C'est ce que nous chantons. Nous. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, vous savez très bien que l'Africain, c'est toujours plein. En tout cas, nous, Ibrahim pourra témoigner, quand on parle des gens, on essaie de prêcher l'islam. Oui, mais vous allez dans la religion des Arabes. Oui. Pourquoi il n'y a pas eu de prophète africain? Mais le musulman, quand il entend ça, ça ne peut que lui faire sourire, car je vous avais déjà révélé à la première partie que déjà dans la pensée islamique, dans la pensée islamique, il y a des prophètes dans chaque communauté, en se basant dans la sourate 16, verset 36, ou la sourate 10, verset 47. De plus, je vous ai dit qu'il y avait même un élu de Dieu, une sourate qui porte le nom d'un noir, sourate Luqman, et que Luqman, lui, ce noir même dans cette même sourate, Allah nous le donne comme exemple. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui nous donne l'exemple comment on doit éduquer nos enfants. Là, il arrive, il va voir son enfant, il lui donne des recommandations. Ya Bunaya, la tushrik billah. Oh mon fils, n'associe pas à Allah. Donc ça remet en cause toute l'idéologie que les Noirs, c'était des païens qui adoraient plusieurs divinités. Ils n'ont jamais connu un Dieu unique. Non, le Coran vient contredire ça clairement. Donc quand quelqu'un vient nous dire que oui, l'Africain n'a jamais connu Dieu, nous, les musulmans, qui a pleinement connaissance du Coran, ça ne peut que le faire sourire. Est-ce que vous me comprenez? Ça ne peut que le faire sourire. Et on s'efforce de vous comprendre. Et ici, le problème qu'il y a, donc ce complexe, cet épistémicide, a développé que maintenant, il faut combler ce trou. Certains ici, là, au Congo, vous le savez mieux que moi, chacun se réclame prophète. Il y a des prophètes au Congo Nous en avons en quantité. Plus que même il y en a eu dans l'Ancien Testament. Comment vous allez expliquer ça, monsieur Alex? Comment on va expliquer cette chose-là? Plus de prophètes ici qu'il y a eu dans l'Ancien Testament. Ça, c'est un problème d'épistémicide. Et donc, nous, en tant que musulmans, nous avons déjà des recommandations islamiques qui ne nous permettent pas de tomber dans ce piège-là. Ah. Déjà, comme je vous l'avais dit la dernière fois, juste pour revenir sur le texte, sur le livre que je vous ai donné, le fait qu'il y ait eu des esclaves blancs, ce n'est pas forcément une chose que nous, on va approuver. On ne va pas approuver cette chose-là. Parce que, islamiquement parlant, je vous ai déjà donné beaucoup de preuves, je pense, dans la première partie, que le prophète Mohammed, que la paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, encourageait la libération de l'esclave. Il en faisait même un acte d'adoration. Il y a le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, quand le prophète Mohammed, que la paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, nous dit que celui qui sauve un esclave du feu, Allah le sauvera son corps du feu de l'enfer. Des textes aussi clairs que l'eau, qui nous permettent de comprendre que toutes ces choses-là sont des mécanismes, des processus pour pouvoir réduire et éradiquer au fil du temps l'esclavage. Maintenant, moi, j'ai voulu vous montrer quelque chose qui, je sais que c'était un livre qui vous avait attiré la dernière fois. Ben oui. C'était le commentaire de 70 théologiens, 70 théologiens africains, commentaires bibliques. Vous le montrez là-bas. Ah, 70 théologiens. 70 théologiens bibliques, qui a été approuvé par les plus grands théologiens d'Europe, dont l'un avec qui j'ai eu la chance de débattre, M. Henri Blocher. Donc, je montre.
70 théologiens africains se sont penchés sur ça. 70 théologiens africains. Ah. Donc maintenant, on vous avait dit, monsieur Alexis Bongo, que, islamiquement parlant, et sur base des versets coraniques, quand on parle d'esclavage, Allah encourage l'affranchissement. Par exemple, on prend Surat An-Nur, au verset 33, où Allah il encourage d'affranchir, que si l'esclave demande d'affranchir, on doit l'affranchir. Et même les exégètes musulmans nous disent que quand cet esclave-là demande l'affranchissement, le maître doit donner sa zakat. Donc imaginez-vous le maître qui donne de son argent à son esclave pour pouvoir le permettre de se libérer. Est-ce que vous me comprenez? Mais regardez maintenant du côté biblique. On va dans Lévitique chapitre 25, versets 44 à 46. Ah, ça c'est la Bible, hein, pas le C'est Coran. c'est la Bible. On vous avait dit tout à l'heure qu'il y avait, on vous avait dit la première partie qu'il y avait des versets qui encouragent l'esclavagisme. Maintenant, regardez le commentaire de ces 70 théologiens africains au sujet de ces versets bibliques qui disent que les Israélites, lorsqu'ils prennent un peuple en tant qu'esclaves, alors voilà, c'est permis par Dieu, Dieu l'encourage, que voilà, ils sont esclaves à perpétuité. Regardez le commentaire maintenant de ces théologiens africains. Si la situation devenait telle qu'un Israélite était obligé de se vendre comme esclave, son maître le traitait comme un salarié qui lui vendait son travail mais pas sa liberté. C'est-à-dire que si un Israélite prend un esclave israélite, il doit le considérer comme un salarié. Et rappelez-vous, dans la première partie, c'est ce qu'on avait dit au sujet de l'islam, qu'on doit traiter l'esclave comme son salarié, qu'on doit lui donner des droits, l'habiller comme on s'habille, et toutes ces choses-là. Là, on revoit la même chose bibliquement, mais c'est pour l'Israélite. Et regardez ce qu'il nous dit. Dieu avait libéré les Israélites de leurs esclaves en Égypte. Ils ne devaient donc pas servir les uns aux autres. Mais si ces esclaves étaient étrangers, en revanche, ces esclaves pouvaient être rachetés ou être légués en héritage aux successeurs du maître de père en fils à perpétuité. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est choquant. Donc c'est des théologiens africains qui ont des descendants qui ont été esclaves, qui acceptent, hein, ils notent clairement, oui, si ce n'est pas des Israélites, ils doivent rester esclaves à perpétuité. Est-ce que vous voyez maintenant l'épistémicide, à quel point il est élevé? Et cette chose-là, on le retrouve même, hein, moi étant de nationalité française, on le retrouve même hein, dans ce qu'on appelle le Code noir. Vous allez dans l'histoire, le Code noir, le 17 mars 1685, il y avait le Code noir comme quoi que tout esclave reste esclave et ses enfants et sa femme restent esclaves à perpétuité. Mais pourtant, quand on compare avec la pensée islamique, je donne encore une source, hein, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai tout un conteneur de sources. Nous avons besoin de ces sources-là. Quand vous prenez le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Hichem, un compagnon du prophète Mohammed qui s'appelait Hakim ibn Hizam était venu voir le prophète et lui a dit « Ya Rasulullah, moi avant d'être musulman, j'avais libéré 100 esclaves et j'avais sacrifié 100 chameaux pour le donner aux pauvres. Est-ce que cette chose-là sera vue auprès de Dieu ?» Et le prophète Mohammed lui répond quoi? Il lui répond « C'est par ses œuvres que Dieu t'a guidé vers l'islam. » C'est-à-dire, parce que tu as fait ça, alors Dieu t'a guidé vers l'islam. Dieu t'a guidé vers l'islam. Parce que tu as libéré ces esclaves, Dieu t'a guidé vers l'islam. Est-ce que vous voyez la nuance, l'importance de la pensée islamique sur ce point-là? Toujours en restant dans un comparatif biblique et islamique. Si vous prenez Exode chapitre 21, la dernière fois, je vous avais dit que le maître pouvait frapper son esclave. Contrairement à l'islam, je vous avais donné le hadith rapporté d'après Muslim où Abu Masoud avait frappé son esclave et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit si tu n'aurais pas libéré cet esclave, les flammes de l'enfer t'auraient brûlé. Mais dans ce même passage de Exode 21, le père peut vendre sa fille. Le père peut vendre sa fille. Le père peut vendre sa fille en esclave. Et pourtant, quand vous regardez toute l'histoire de l'esclavagisme, parce que je vous l'ai dit, l'esclavagisme a été en tout temps et en tout lieu, si vous comparez même, par exemple, avec chez les Grecs, dans le temps de Périclès, vous allez voir que les esclaves, on leur donnait même un travail comme policiers dans le but qu'ils deviennent libres. Vous prenez même chez les Aztèques, quand quelqu'un est esclave, ses enfants naissent libres. Mais là, dans la pensée biblique, vous voyez que même un père peut vendre sa fille en tant qu'esclave, chose qui est totalement interdite en islam.
totalement interdite en islam, et je vous donne le hadith rapporté par Al-Bukhari. Je vous donne des sources. Hein. Je vous donne le hadith rapporté par l'imam. Des questions. Le hadith rapporté par l'imam. On vous a assez entendu. Oui, je comble. Comme ça, les gens ne pourront pas dire que je fabule. Donc, il y a le hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari où le prophète Mohammed a dit que le Dieu n'accepte pas la prière de 3 personnes. Et parmi ces personnes, c'est celui qui prend une personne libre et qui le réduit à l'esclavage. Regardez. Regardez la spiritualité de ce texte. C'est très fort. C'est-à-dire que le lien, la prière, c'est le lien qu'on a, c'est le câble qu'on a avec Dieu. Mais le prophète nous dit que celui qui prend une personne libre et qui lui réduit à l'esclavage, il n'a plus de lien avec le Très-Haut. Plus de connexion. Je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça, monsieur Alexis. Il n'y a pas plus clair que ça, mais frère Abdullah, même si nous sommes un peu pris de court, même si nous accusons ces uppercuts de vérité, mais il n'en est pas moins vrai, mesdames et messieurs, et ça c'est historique. Nous en appelons au professeur Théophile Obenga pour remettre les points sur les i. Il y a eu quand même cette grande traite des Noirs par l'islam, c'est connu, des musulmans qui nous ont embarqués ici, c'est connu. Et au nom de l'islam et du Saint-Coran, non, ils nous ont emmenés jusque avant même que les Occidentaux ne s'amènent par imitation pour le faire des siècles plus tard. Et c'est là l'amalgame, et c'est là la grande amalgame des gens. Ah voilà, justement. La grande amalgame des gens. Parce la que grande amalgame. Ceux qui nous ont mis au fer hier, qu'ils viennent ici aujourd'hui nous démontrer par A plus B qu'ils nous aiment beaucoup. Alors ça, non, qu'ils nous aiment ou pas, nous ne sommes plus naïfs. Qu'ils nous aiment ou pas, peu importe. Je veux dire, peu importe. Mais maintenant, à la base, comme vous avez parlé de la traite arabo-musulmane. Voilà. Ce sont des Arabes qui ont pris des Noirs en tant qu'esclaves. C'est historique, personne ne peut le nier. Ah. Maintenant, le fait qu'ils l'ont fait au nom de l'islam, ça, c'est aux gens de nous ramener ces preuves, parce que c'est totalement faux. Ah. Et parmi ces... Il n'y a aucun lien entre ces traites. Aucun lien. Ils l'ont fait. C'est-à-dire que voilà, c'est une conquête de peuple. Ils ont pris... Voilà, c'est comme tout peuple, hein. Ils ont conquéri un peuple et il y a eu des esclaves, des prisonniers de guerre. Voilà. Maintenant, ces Arabes-là, dans ces Arabes-là, il y avait des Noirs arabes. Ça, c'est une chose que les gens ne veulent pas. Donc, il y avait des Noirs arabes. Il y avait des Noirs arabes. Et donc, cet esclavagisme n'était pas un esclavagisme ethnique. Il faut être très précis dans les choses. C'est-à-dire que c'est un peuple... Ça n'en était pas aussi un religieux. Ce n'est pas un religieux, ce n'est pas ethnique. C'est un peuple qui conquérit un peuple, il y a des prisonniers, ils deviennent esclaves. Il y a des Noirs qui ont réduit à l'esclavage d'autres Noirs. Quand je vous ai parlé les Africains étaient en Amérique, on peut même aller en plus grande précision. La photo qui se trouve là, c'est celui qui est parti en Amérique. Abou Bakr II, celui qui était de l'Empire du Mali, qui a laissé son trône. Il a laissé son trône pour propager l'islam en Amérique. Mais ça veut dire que nous étions déjà capables de naviguer. Mais, monsieur Alexis Bongo... Nous avions la maîtrise de la navigation monsieur Alexis Bongo, avant Christophe Colomb. Monsieur Alexis Bongo, je vous ai dit qu'aujourd'hui, rendons à l'Afrique ce qui appartient à l'Afrique. Attendez, nous allons vous aider à rendre à l'Afrique ce qui appartient à l'Afrique. Parce qu'il y en a qui sont scandalisés. C'est pas nous. C'est pas mon frère Abdallah. C'est... Rappelez-moi le nom. Serge Billet. Moi, c'est Abdullah Al-Hanifi. Abdullah, voilà. C'est pas mon frère. Ce n'est ni moi, ni lui, ni mon frère Ibrahim. C'est Serge Billet qui a écrit. Et qu'est-ce qu'il dit, mesdames et messieurs, la 4e de couvre. En tout cas, il y a plein de choses qu'on nous a cachées. On nous a volé trop de choses. Donc, c'est tout à fait normal qu'un bon musulman, aujourd'hui, les frères viennent ici comme pour briser toutes ces faussetés et remettre la vérité sur ses bases. Qu'est-ce que ça dit ici? On ne peut s'imaginer en regardant l'Afrique aujourd'hui qu'elle a été le berceau de grandes inventions humaines et politiques. On lui doit pourtant les mathématiques, les droits de l'homme, le ministère de l'intégration, la parité homme-femme, voire la découverte de l'Amérique. C'est ce passé glorieux et méconnu que retrace ce livre qu'Homéostasie tient dans ses mains, en plongeant au cœur des grands empires soudanais du Moyen-Âge. On découvre, mesdames et messieurs, au fil des pages, des civilisations riches et puissantes, où l'écriture, s'il vous plaît, les sciences et les arts tenaient une place de choix. On découvre au passage les rapports étonnants qu'entretenaient noirs et blancs, et le cheminement qui les mena
à s'affronter au nom d'une domination et d'un pouvoir absolu. On découvre enfin des souverains épris de conquête et de progrès dans une Afrique flamboyante dont la marche en avant sera stoppée net par les invasions arabes et européennes et un grand moment historique qui tord le cou aux idées reçues et aux clichés sur l'homme africain qui ne serait pas entré dans l'histoire. Ah là, on se moque de Sarkozy. Et bien entendu, puisque vous savez très bien... Sarkozy, c'est quand même, à l'époque où il dit ça, c'est un grand chef d'État. Mais même s'il peut être grand chef d'un grand pays, d'une grande puissance, la 5e puissance mondiale. Il peut être grand chef d'État qu'il veut, je ne vais pas parler de Sarkozy. Quand il dit l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire, ça veut dire que c'est vrai. Lorsqu'il dit que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire, il est dans une fausseté totale. Nous déjà, Congolais, en tant que Congolais, je veux encore vous révéler quelque chose. Vous prenez l'archéologue Jean de Brancourt, cet archéologue qui en 1950 a découvert un bâton préhistorique qui s'appelle le bâton d'Ishango, qui existe 20 000 ans avant Jésus-Christ. L'os de Shango. Oui, il y avait des nombres, et ce qui montre que les Congolais maîtrisaient déjà les mathématiques bien avant toutes les autres civilisations. Lorsqu'on parle il nous dit qu'ils n'ont pas assez marqué l'histoire, que les Africains n'auraient pas d'écriture, il n'y aurait que la tradition orale, c'est faux. Il y a plus de 7 écritures africaines. Plus de 7 écritures. 7 écritures africaines qui ne se sont pas peut-être développées, mais qui existaient. Par exemple, il y avait le Nsibidi chez les Nigérians, il y avait le Bamoun chez les Camerounais, il y avait le Mende chez les Sierra Léonais. Il y avait beaucoup d'écritures africaines. Et déjà, même quand on parle, le fait qu'ils ne sont pas marqués dans l'histoire, parce que vous savez, en Occident, on entend des phrases qui, normalement, devaient ça nous fait rire, mais rire jaune. Quand on entend que oui, voilà, c'est bien qu'il y a eu la colonisation, parce que cette colonisation a permis aux petits Africains d'être scolarisés. Mais monsieur Alexis Bongo, à l'époque... Cette colonisation nous a apporté la civilisation. À l'époque de l'Empire du Mali, du Sanghaï ou du Ghana, il faut savoir que, par exemple, je prends juste l'exemple de Tombouctou. À Tombouctou, il y avait déjà une université. L'université de Sankaré, l'université de Djenné, où les enfants étaient scolarisés à partir de l'âge de 7 ans. Ils avaient une bibliothèque phénoménale qui est l'équivalent de la bibliothèque du Caire ou de Cordoue, de Damas ou même de l'Alexandrie, avec plus de 700 000 ouvrages. C'est authentique. Oui, nous savons que c'est vrai ce que vous dites. Mais bien sûr, je donne même les historiens. Ibn Battuta, Ibn Khaldoun, il y avait l'explorateur René Caillé, il y avait l'historien que les Européens envoyaient pour avoir des rapports en Afrique du Nord, Léon l'Africain, vous le connaissez. Exactement. Mais Léon l'Africain, son vrai nom, c'était lequel? Hassan el-Wazan. Ah, ça, nous ne savions pas. Oui, bien entendu, puisqu'il revenait du Hajj, et puis les chrétiens l'ont enlevé, et puis Léon X l'a baptisé de force, et puis on l'a mis espion pour savoir qu'est-ce qui se passe en Afrique du Nord. Donc tous ces historiens-là ont dévoilé qu'à Tombouctou, il y avait des villes vastes, très développées, des gens venaient du monde pour se faire soigner. Il faisait des choses extraordinaires en termes de médecine, mathématiques, toutes ces choses-là. C'est clair. Et ça, monsieur Serge Billet l'a très bien expliqué, et je le salue pour son travail remarquable. Mais maintenant, autre chose qu'il faudrait analyser. Autre chose, rapidement. Autre chose qu'il faudrait analyser, c'est le fait que, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas là pour mettre, l'Occident dans le banc des accusés. Justement, c'est la question qu'on s'apprête à vous poser. Non. Tout ce qu'on veut, c'est rétablir la vérité. Comme vous le savez, quand on regarde dans l'histoire, surtout moi à l'école, on nous a très bien posé ça sur la table. L'histoire, c'est le récit des événements passés. Oui, tous les actes odieux que Hitler aurait fait, 10 millions d'Européens. Ah si. Oui, mais moi je vous rappelle que le roi Léopold II, en tout cas, a tué 15 millions d'Africains. Bien plus qu'Hitler. Plus de 15 millions d'Africains. Le roi Léopold II a tué plus de 15 millions d'Africains. Et la chose qui est étonnante avec le roi Léopold II, parce que j'ai étudié ses écrits, c'est que quand j'ai lu des dires de Léopold II, cela m'a fait sourire. Parce que Léopold II a dit à ses missionnaires, allez évangéliser le Congo. Mais ce n'est pas un peuple comme les autres, car c'est un peuple qui connaissent déjà Dieu. C'est authentique, on sait que c'est vrai. Il dit, ils connaissent déjà Dieu. Mais maintenant, la question que moi je vous pose, monsieur Alexis Bongo, en tant que chrétien, c'est un chrétien, il dit au sujet d'Africains, ils connaissent déjà Dieu. Mais de quelle religion il parle? Sachant que pour qu'ils disent qu'ils connaissent déjà Dieu, il faut qu'ils reconnaissent que le Dieu qu'ils reconnaissent est son Dieu à lui. Ah, c'est clair. Mais moi, je vous dévoile que le Dieu dans lequel il parlait, c'était les musulmans.
Parce que l'islam est rentré au Congo-Kinshasa avant même le christianisme. Ah non. Ah si, monsieur Alexis Bongo, c'est là. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, Ah on va non, faire des révélations ça homéostasiques. reste à vérifier. On va faire des révélations homéostasiques. Je vous l'ai dit. Ah non. Nous sommes arrivés. Non, sommes, vous le savez. Faisons bien nos mots. Vous le savez mieux que moi, monsieur Alexis Bongo. Je vous l'ai dit, je reviens de l'Est avec le docteur Abdul Majid. On a fait une tournée, on a tourné plus de 100 villages, des villages entièrement musulmans. Ce qui s'est passé, je veux vous expliquer. Certains Africains vont nous dire non, l'islam est rentré au Congo-Kinshasa par Chipotype, l'esclavagiste Chipotype qui avait pris... Non, moi je vous dis non. L'islam est rentré bien avant. Bien avant. Bien avant, puisque le Swahili n'est que... c'est une langue qui est la cause du rapport que les Arabes avaient avec les Africains dans le commerce. Dans le Swahili, il y a beaucoup de dérivés en arabe. Ah. Il y en a beaucoup. Et donc, l'islam était déjà rentré dedans. Quand il y a eu l'indépendance du Congo, les Belges sont venus faire un travail, dont Léopold II, c'est pour ça que je vous ai dit. Léopold II est venu pour éradiquer l'islam du côté Est. Quand vous allez Ça, nous ne le savions quand pas. vous allez à la ville Kasongo, la première ville islamique du Congo. Mais quand vous allez maintenant, il n'y a plus de mosquées. Il n'y en a plus beaucoup. Les mosquées ont été remplacées par des cathédrales. La plus grande cathédrale de Kasongo, à l'ancienne, c'était une mosquée. Les musulmans étaient là-bas. Il y avait celui qu'on appelait Mohamed ibn Khalfan, qui était tanzanien. Il était parti là-bas propager l'islam. Il est venu même avec des femmes, des imams qui apprenaient le Coran aux enfants. D'ailleurs, docteur Abdul Majid a appris le Coran par une femme, par cette tradition-là qui est issue des Omanites et des gens du Zanzibar. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'à cette époque-là, il y a eu une grande campagne d'évangélisation pour éradiquer l'islam. On interdisait aux gens de parler le Swahili. Les Allemands, quand ils ont colonisé la Tanzanie, ils ont refusé que les gens écrivent en Swahili parce que le Swahili, l'écriture du Swahili était en arabe, avant qu'elle soit cyrillique. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va dévoiler des choses homéostasiques. L'écriture était arabe et on l'a rendue cyrillique. Les Allemands l'ont fait. Les Belges ont voulu refuser que les gens parlent Swahili, au même titre que, rappelez-vous, les Français, lorsqu'ils ont colonisé l'Algérie, ils ont refusé que les Algériens parlent arabe, on les a forcés à porter des noms français, on a changé des mosquées en églises. Ça, c'était leurs travaux, puisque pour éradiquer un peuple, il y a deux vecteurs, comme le dit le frère Malcolm X. Le fait de couper le peuple du savoir et de corrompre les mœurs de la femme. Donc, quand vous allez dans l'Est, et nous, on a vu nos anciens chouyours, on est parti les rendre visite. Les doyens de l'islam du côté Est, nous sommes partis les rendre visite. Vous les avez vus. On les a vus de nos yeux. Et ils ont pleuré devant nos yeux pour nous dire, oui, nous, avant, pour que notre enfant soit scolarisé, il fallait qu'il sorte de l'islam et devienne chrétien. On le forçait à manger du porc ou du singe. Quand vous allez là-bas, nous, on a traversé des brousses pour aller voir des villages musulmans coupés du monde. Coupés du monde totalement. Donc là, maintenant, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va faire des révélations homéostasiques. Je vous l'ai dit. Comme vous l'avez dit, l'islam et l'homme noir, on a vu que l'homme noir a toujours été un vecteur phare et puissant dans la propagation de l'islam. Quand je vous ai dit que les Noirs étaient partis en Amérique, c'était le roi Abou Bakr II, empire du Mali, qui a laissé son trône pour aller en Amérique et propager l'islam là-bas. Et son frère, Mansa Moussa, est devenu roi. Quand il est devenu roi, il a fait son pèlerinage. Et son pèlerinage a été relaté par tous les historiens comme étant phénoménal parce qu'il était extrêmement riche en or. Il a été déclaré comme l'un, pour ne pas dire l'homme le plus riche que la terre ait connu. On a déjà lu ça. Oui. Et Mansa Moussa, cet homme-là, pendant qu'il faisait ses commerces-là, mais des Arabes et des Turcs aussi, lui ont donné comme prestige quoi? Des esclaves blanches. Ah. Et je veux vous relire encore ce passage. On aime bien ces esclaves blanches-là. Ça devait être magnifique, cette histoire d'esclaves blanches-là. Je ne sais pas si c'était magnifique quand même, ouais, puisque en tant que musulmans, nous ne voulons... Voilà. Les marchands d'esclaves. Les personnages de la suite se mirent à acheter des femmes esclaves de la suite de Mansa Moussa. Des esclaves aux Turcs, des esclaves abyssins, des chanteuses qui étaient des esclaves blanches
chrétienne que les Turcs se procuraient notamment à Bagdad. Parce que vous êtes sans ignorer que si on relate l'histoire, l'Égypte avait conquéri les Turcs étaient devenus esclaves, mais les Turcs ont fait un coup d'État et ils ont repris l'Égypte et ils ont réduit à l'esclavage des Égyptiens, des Blanches, et donc ils ont fait du commerce avec Mansa Moussa, il avait des esclaves blanches. Donc vous voyez ces révélations. Il y a plein de choses qui ne tiennent pas debout. Quand nous entendons mon frère Abdullah parler, on se rend compte que souvent nous sommes trompés, même dans les plus grandes universités du monde. Du coup, jusqu'où allons-nous supporter le mensonge? Jusqu'où allons-nous, en tant qu'Africains, en tant que Noirs, nous résigner à tout attendre des autres qu'ils viennent nous délivrer la vérité? Pourquoi ne pas faire, ne pas mettre en pratique le conseil du professeur Théophile Obenga? Nous demandons à nous-mêmes de faire nos propres investigations, comme le frère Abdullah vient de le faire, pour retrouver la vérité authentique nous-mêmes et la poser sur le plateau de Myostasie, la spiritualité des profondeurs. C'est compliqué cette histoire. C'est compliqué, monsieur Alexis Bongo. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Car, vous le savez, le problème qui se passe malheureusement, c'est que justement l'Africain est confronté à une situation déplorable. C'est que, certains Africains se retrouvent dans un complexe des plus énormes en voyant l'homme d'un autre peuple comme son souverain suprême. Surtout qu'ils sont en costume cravate. Voilà. D'autres personnes... Nous détestons cette tenue-là. D'autres, non, mais cette tenue-là, comme vous le voyez, est une tenue qui ressemble beaucoup à nos sages anciens. Oui, mais nous sommes déjà occidentalisés. Occidentalisés, ça c'est votre problème. Comme vous l'avez vu, moi je suis africain du chapeau à la chaussure, on va dire. En tout cas, nous sommes encore un peu esclaves là. On va devoir se défaire de ces choses-là. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a eu un grand travail d'épistémicide. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'aimerais vous faire parvenir un petit passage qui risque de vous choquer. Il y a d'abord Spirou chez les Pygmées et Tintin au Congo. Spirou chez les Pygmées. On essaiera de mettre évidemment, cette image. Spirou chez les Pygmées. Tintin au Congo. En clair, vous voulez nous dire quoi? Comme vous le voyez dans Spirou chez les Pygmées, ouais. Spirou, pour expliquer aux téléspectateurs, Spirou aperçoit un petit noir dans la brousse, bien entendu, sans habit. Et puis Spirou se lave et le petit noir lui demande « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il dit « Mais je suis en train de me laver. » Il faut montrer Spirou. On peut toujours zoomer là pour que les gens... Ça va être difficile de voir. Ça va être difficile. Si, c'est facile. On va retrouver Spirou et le petit négro là. Oui, c'est bon. Continuez de nous expliquer. Donc Spirou voit le petit noir. Le petit noir regarde Spirou en train de se laver. Et il demande, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et Spirou et son ami lui dit, mais il est en train de se laver. Il dit, c'est quoi se laver? Ah! Et puis il prend un savon, mange le savon. Parce que le petit ne sait pas comment se laver. Alors Spirou apprend à ce petit noir comment se laver. Et quand il apprend comment se laver, il voit que le teint de peau de ce petit noir devient plus clair. Ah, et Spirou s'étonne. Non, ce n'est pas qu'il est noir, c'est qu'il ne sait pas laver. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, imaginez-vous un petit enfant qui rentre déjà dans ce lavage de cerveau médiatique. Et ça, je parle de Spirou, je parle de Tintin au Congo, c'est des références. Depuis notre enfance, on a lu ça dans les bandes dessinées. Voilà, moi j'aurais aimé... On avait des Zembla, on avait tout ça. Il y avait toujours un noir idiot dans les parades. Voilà, moi j'aurais aimé, par exemple, qu'on nous parle de Yasuke, par exemple. Yasuke, qui était le premier samouraï étranger noir au Japon. Qui est issu du royaume Congo. Moi, j'aurais aimé voir un dessin animé de la sorte. Royaume Congo. Oui, il venait du royaume du Congo. Il a été emmené au Japon. Et puis, le roi Ouda a eu de l'affection pour lui parce qu'il était extrêmement intelligent. Il avait une force physique des plus extraordinaires. Il en a fait son garde du corps. Et comme il a vu que son intelligence était trop développée, il l'a rendu samouraï. C'était l'un des premiers samouraïs étrangers au Japon. Et il lui a donné sa fille comme épouse. Ah! On aime ce témoignage-là, c'est tout à fait... J'aurais aimé avoir des choses comme ça, plutôt que des histoires comme ça où Tintin... Le petit négro qui n'arrive pas à se laver. Le petit négro qui n'arrive pas à se laver. Bon, vous comprenez? Et quand le savant, il le mange même. Et donc, du coup, lorsque Spirou le frotte, il se rend compte qu'il devient un peu plus clair. C'est autant dire que les noirs, c'est pas des noirs, au fait. C'est des gens qui... Vous comprenez un peu l'amalgame? Et ça, c'est de l'épistémicide. C'est tuer l'histoire de l'homme noir. Ça a marché. Comme par exemple, je sais que lorsqu'on avait fait la première partie,
Ah, je sais que vous avez eu beaucoup d'appels par rapport à ce qu'on a dit. Évidemment, Certains le ont monde été entier nous a scandalisés. appelés. Certains ont froncé les sourcils. Et puis, il y a certains qui m'ont envoyé le rapport de Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, c'est un historien arabe tunisien qui a dit dans son rapport que les Noirs étaient des sous-hommes. Et il m'a dit comme ça, tu vois, même un historien musulman nous dit ça. Alors pourquoi parles-tu du pape Nicolas V? Eh bien oui, c'est la question que nous posons. Déjà, justement. premièrement, le pape Nicolas V, ce n'est pas la même chose. Le pape Nicolas V est une autorité catholique. Et chez les catholiques, il représente la main de Dieu sur terre. C'est le summum de l'Église. Ibn Khaldoun, il peut dire ce qu'il veut. Moi, j'ai des arguments qui peuvent contredire ce qu'il dit. Mais déjà, même avant même de contredire ce qu'il dit, Ibn Khaldoun, il faut savoir que Ibn Khaldoun a dit ça au début de son exploration chez les pays noirs. Puisque quand il est parti plus loin et qu'il est parti à Tombouctou, lui-même a relaté l'histoire de Kanka Moussa. Lui-même a relaté l'histoire de Tombouctou comme étant l'une des villes les plus modernes. Et une ville qui appartenait aux Noirs. Ah, Mais maintenant, quand Ibn Khaldoun, dans ses débuts, il nous disait que oui, l'homme noir est faible et il aime être faible. Et rappelez-vous ce que nous avait dit Dr Abdul Majid lorsqu'il nous avait parlé des traités d'Ibrahim Lincoln, quand il disait qu'il avait fait des travaux pour que les esclaves puissent être libérés et que les esclaves retournaient chez leur maître. Moi, je vous donne encore, pour mettre encore un lien dans la pensée islamique, rapidement, il nous reste 3 minutes. il faut savoir que quand on va en Amérique, il y avait un ancien esclave de Sierra Leone qui s'appelait Bilal Mohammed, qui a été envoyé en Amérique et il ne voulait pas se soumettre. Et tous les Noirs esclaves qui étaient musulmans ne voulaient pas se soumettre, au point où les Américains ont fait un traité, le traité d'Habsbourg, qui nous dit que non, quand vous prenez des esclaves, surtout ne prenez pas des esclaves musulmans, parce que eux, ils ne veulent se soumettre qu'à Dieu. Et ce Bilal Mohammed, tellement ils avaient peur qu'il fasse une révolution, ils l'ont accordé à ce qu'il fasse une petite mosquée, et il a fait la première mosquée en Amérique en tant qu'esclave. Regardez comment... Authentique. Je vous dis, Bilal Mohammed, en tant qu'esclave. Et donc, comme on l'a dit, l'homme noir musulman a marqué l'histoire. Il a laissé son empreinte dans l'islam. Et la preuve, je pense, la plus considérable, c'est quand vous allez en Somalie, il y a une mosquée qui s'appelle Masjid al-Qiblatain, c'est-à-dire la mosquée aux deux Qibla, aux deux directions. Pourquoi? Parce que quand les musulmans ont commencé, on se dirigeait dans nos prières vers Jérusalem. Et puis en l'an 2 de l'Hégire, on s'est dirigé vers la Mecque. Et comme à cette mosquée, qui se trouve en Somalie, c'est la mosquée de Zeila, on a trouvé deux Qibla, cela prouve que cette mosquée a existé dès le début de l'islam. C'est-à-dire que dès le début de l'islam, les Africains étaient déjà impliqués dans la propagation islamique. La Somalie en question, c'est en Afrique. Oui, c'est en Afrique, c'est la Somalie. Je vous ai rappelé que les premiers musulmans étaient partis se réfugier sur un royaume noir, l'Abyssinie, chez le roi Négus, rappelez-vous. Donc le roi Négus a participé à l'expansion de l'islam, l'Afrique. On s'en rappelle, mesdames et messieurs, c'est tout à fait homéostasique. Que dire alors de tout ce qu'on nous a déjà dit avant, de tout ce qu'on nous a fait avaler avant, alors que c'est même pas ça. On a bien l'impression, mon frère Abdullah, on a l'impression qu'on doit même revoir le contenu des enseignements, des cours d'histoire qui sont donnés dans nos écoles, dans nos universités, parce que ça ne colle pas avec la réalité. Avec de telles leçons, comment voulez-vous que l'Afrique puisse s'émanciper? Autre chose, monsieur Alexis Bongo, qui me tient à cœur, excusez-moi. Oui, c'est pour nos sœurs africaines. C'est pour nos sœurs africaines. Rappelez-vous, je sais qu'il y a certaines de nos sœurs africaines qui ont été troublées par les propos des rabbins qui ont été rapportés par la tradition de Rachi, lorsque on avait dit qu'on avait relaté le passage dans Genèse chapitre 12, verset 11, quand Abraham s'apprêtait en Égypte et que les rabbins juifs ont traduit ça littéralement comme « tu t'apprêtes à aller dans un peuple qui n'ont pas l'habitude de voir de belles femmes ». Bon, pour rassurer et donner le sourire à nos sœurs africaines, je leur dis que non, il y a des textes hébraïques plus anciens, faits par les sages Tanaïm, c'est-à-dire les sages de la Mishnah, de la mise en écrit de la tradition orale juive, qui nous disent des commentaires beaucoup plus reluisants pour la femme noire. Par exemple, je l'ai dans le Nombre chapitre 12, verset 1, où on nous relate quand Moïse a marié Sipora. Et on nous dit, il a marié une femme couchite. Couchite, qui veut dire une femme noire, une femme éthiopienne. Or, Sipora n'était pas éthiopienne. Sipora était
madianite. Alors les rabbins expliquent pourquoi on l'a surnommé la couchite. Voilà ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, cela nous apprend que tous s'accordaient sur sa beauté. De même que l'on ne peut que s'accorder sur la couleur noire d'un couchite. La valeur numérique des lettres de ce mot est la même que celle de belle d'aspect. Parce qu'il y a une lecture juive qui s'appelle la Gematria, et on nous dit que la valeur numérique de noir est la même que belle d'aspect. Et il nous dit que certaines femmes sont belles en beauté, mais quand on dit à une femme qu'elle est couchite, c'est qu'elle est à la fois belle en beauté, mais en état d'esprit. Mais pourtant... Doublement belle. Doublement belle. Et vous voyez, ça on aime. Ça c'est des choses qu'on essaie de... Non mais ça c'est de très bonnes choses. On aime ça pour vous rendre hommage aux belles femmes de chez nous. Mais, comme il nous reste quelques secondes seulement pour l'atterrissage, on redit aux Africains que nous sommes. Jusqu'à quand allons-nous rester dans le complexe d'infériorité, dans tous les complexes avilissants? Parce que c'est clair et net et c'est connu. L'État béninois a réclamé qu'on lui rende toutes les œuvres d'art volées par la France jadis. C'est fait. Excusez-moi, monsieur Alexis Bongo. Ah. Vous parlez des œuvres d'art. Rappelez-vous qu'il y a la Vénus noire. Connaissez-vous l'histoire de la Vénus noire? Non, la Vénus, oui, mais noire, non. La Vénus noire, monsieur Alexis Bongo. Aujourd'hui, je vous ai dit que c'était homéostasique. Hein. C'est homéostasique, mais il vous reste 30 secondes seulement pour en parler. Brièvement, la Vénus noire, est une femme africaine qui, à l'époque, entre 1800 et 1815, la Vénus noire. Les Blancs étaient tellement subjugués par sa morphologie généreuse qu'ils en ont fait une exhibition en Angleterre de 1805 en 1815. Ah oui. Elle en est morte. Et puis quand elle est morte en Angleterre, on a pris son corps, on ne l'a pas enterré. Non. On l'a exposé dans des musées jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans le musée de l'homme empaillé jusqu'en 2002. Jusqu'en 2002. Jusqu'en 2002. C'est en 2002 qu'on l'a remis en Afrique du Sud pour pouvoir l'enterrer. Donc, tellement ils ont été subjugués par sa morphologie, on va dire, exceptionnelle, qu'ils en ont fait un cobaye et une œuvre d'art et elle ne méritait même pas des obsèques dignes de ce nom. Voyez donc la gravité de la chose. Voyez la gravité de la chose, nous la voyons clairement et nettement, mesdames et messieurs, c'est l'atterrissage comme pour dire, rendons à l'Afrique ce qui appartient aux Africains. Rendons à l'Afrique ce qui appartient à l'Afrique. Voilà la pensée du jour, tout à fait homéostasique de notre frère Abdoullah, que nous saluons très respectueusement avec nos félicitations, mais ce n'est que partie remise, parce que toutes les vérités entendues ici nous ont choqués, nous n'en revenons pas. Moins encore, Lord Beldi Touma, comme pour dire, quand les Noirs avaient des esclaves blancs, pourtant c'est écrit, mais nous n'en revenons pas, nous serons bien obligés de lire ce livre pour vous, mesdames et messieurs, et pourquoi pas de l'homéostasie au retour de Abdoullah, parce que ce n'est que partie remise. Mon frère, merci d'être venu, et à tous les Africains, l'heure de l'Afrique a sonné. Il faudrait que nous-mêmes, nous retrouvions la fierté d'être Africains. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.